Our decision to make a film called Contrôle d'identité, known as Stop and Search in the UK and Stop and Frisk in the US, was inspired from our investigations into the French riots of 2005 and the London riots of 2011. These riots began in impoverished communities and were linked to the deaths of young men from ethnic minority backgrounds. When we investigated the causes of these riots, we found that both began due to altercations with the police that resulted in fatalities. The spotlight of the international media has been firmly focused on France for some time now due to the recent terrorist attacks. But when this production began in 2012, little had been examined from an international perspective around a high volume of serious allegations of discrimination from within the police against certain sections of French society. A film producer and member of the collective made a web series to give the victims of racial profiling and abusive ID checks a voice. The series was a major international success, having already been watched millions of times on YouTube. The testimony of those interviewed revealed some deeply disturbing events involving the police and mostly young, black or Arab, French citizens. Pourquoi la série? Alors, je me suis lancé sur la série parce que pour moi, l'histoire, le contrôle au faciès, c'était l'histoire de ma vie. C'est quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance, que je vis encore aujourd'hui. À chaque fois que j'ai l'occasion de croiser un policier en voiture ou à pied, dans la plupart des cas, j'ai droit à un contrôle d'identité. Pourtant, je n'ai pas de casier judiciaire, j'ai aucun problème avec la justice, j'ai aucun problème avec la police. Donc, quand des amis à moi m'ont parlé de cette action qu'ils mettaient en place, j'ai trouvé tout naturel d'y contribuer et j'ai essayé de trouver un moyen d'y contribuer en y apportant ma touche de réalisateur. C'est pour ça que j'ai réfléchi à la web-série. Alors la web-série, elle est venue dans un temps particulier de la campagne, de l'action contre les contrôles aux faciès, au moment où il s'agissait de mobiliser les victimes. Les gens qui étaient majoritairement concernés par ces contrôles abusifs. La réalité est que tout le monde, dans les quartiers, beaucoup de gens vivent les contrôles abusifs. Tout le monde le ressent comme une injustice, tout le monde sait que c'est pas normal, mais tout le monde est résigné en se disant on ne peut rien y faire, sans savoir qu'ils avaient le droit avec eux, sans savoir qu'ils avaient la Constitution avec eux. La police arrive, elle marchait devant les contrôleurs. Elle s'arrête à nous. Donc déjà, s'adresse à nous, nous demandant est-ce qu'on a nos tickets. Je ne vais pas mentir, ils nous ont vouvoyés pour changer. Et donc ils nous demandent si on a nos tickets, alors que déjà, ce n'est pas leur rôle. On leur donne nos tickets. Et après ça, ils décident comme ça de nous fouiller devant tout le monde. Sans rien, sans aucune raison. On n'a pas été mauvais, on avait nos tickets sur nous. Le contrôle, il n'avait pas lieu d'être. Et on nous contrôle comme ça dans le train, on nous fait nous déshabiller. Quand je dis déshabillé, c'est que moi à l'époque j'étais très maigre, je mettais 2 pantalons, tu vois, pour paraître plus deg. Et maintenant, comme j'avais 2 pantalons sur moi, ils m'ont fait baisser un pantalon, tu vois, devant les gens. La fouille, c'est les fouilles habituelles, palpation, tac, 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 ils te touchent tes couilles, comme s'il n'en avait pas assez dans son froc, tu vois. Et voilà, déjà même ça c'est humiliant. On te palpe, on te touche les couilles devant tout le monde. Est-ce que ça se fait ça, tu vois? Est-ce que c'est normal? Je ne me vois pas, moi, aller fouiller. Même un mec qui m'a volé quelque chose, je sais que c'est lui qui l'a rangé quelque part sur lui. Si je vais le fouiller, je ne vais pas aller tâter ses couilles. Là, à ce moment-là, je peux te dire que l'humiliation, elle est tellement haute que la seule chose que tu as envie de faire, c'est de lui mettre une pêche et de le coucher devant ses potes, tu vois. Mais tu peux pas. Et je venais en voiture, et donc je fais le tour de la place de la Bastille, et je vais pour me garer sur une rue qui est perpendiculaire à la place, quoi. Donc je tourne, et au moment où je tourne, en fait, il y a un motard qui était de l'autre côté du rond-point. Le motard a fait un truc, mais inimaginable. J'ai même pas cru que c'était pour moi, quoi. J'ai cru qu'il avait vu quelque chose, un truc, un assassinat, quelqu'un qui avait fait quelque chose de ouf. Le cum a pris c'est-à-dire qu'il était dans le sens du rond-point. Il a fait demi-tour à contresens du rond-point en pleine heure d'affluence. 3-4 voitures ont failli lui rentrer dedans, tout. Il est reparti en trombe, il est arrivé à côté de moi. Et moi, j'avais trouvé une place, donc j'étais en train de faire une manœuvre pour me garer. Le mec arrive tout seul. C'est-à-dire qu'ils sont deux, les motards, généralement, ils sont jamais seuls, tu vois. Le mec arrive tout seul sur moi, il me dit bouge pas, contrôle d'identité.
Et je le regarde, je lui dis, ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, contrôle d'identité, tu vas pas m'en prendre mon boulot, tout ça. Je dis, ouais, mais vous cherchez un Renoir comme moi, il y a quelqu'un qui a fait un braquage, un truc, je vous ai vu faire un truc de fou, là. Carrément, j'ai eu peur pour vous, quoi, tu vois. Je lui dis au mec, j'ai eu peur pour vous, vous avez failli vous faire tuer, vous occupez pas de moi. Le mec a commencé à prendre mal, vous occupez pas de moi, moi je fais mon boulot, vos papiers, tout ça. C'est pour moi que vous avez fait tout ça, je dis. Alors là, je comprends pas, je le regarde, je dis, ben voilà. Donc là, on se retrouve qu'avec des keufs. Et là, grosse embrouille. Grosse embrouille. Les keufs, ils viennent, coup de matraque dans la gueule, balayage, mon pote Jalel par terre, il se fait défoncer la gueule. Mon frère Bobby, je vais pour aller style le sauver. Je me prends un coup de matraque dans la gorge. Les mecs, ils m'ont bloqué comme ça à la gorge. Devant tout le monde, hein, il est 5 h de l'après-midi, c'est Châtelet et tout. Et là, il y a eu un truc. Les keufs, ils étaient vénères. Ouais, et puis il y a plein de banlieusards qui sont arrivés. Ils ont dit, ouais, vous faites quoi, les gars? Qu'est-ce que vous faites? Ils ont rien fait, ils ont payé leur ticket, machin et tout. Et là, tous les flics du Sud ont sorti l'accent. Et là, c'était un truc de fou. Dégagez dans vos banlieues, dégagez, allez prendre vos trains, là. Rentrez dans vos campagnes et tout. Enfin bref, ils ont commencé à insulter tout le monde. Et comme il y avait des banlieusards qui arrivaient, que ça allait faire un attroupement, ils ont mis de la gazeuse à tout le monde. Mais je me rappelle, parce qu'il y avait des mamans, il y avait des enfants, des gens, les gamins en poussette et tout. Tout le monde a pris de la gazeuse. Donc les gens, ils sont partis en courant, ce qui est normal. En même temps, voilà. Et il y a un seul mec qui restait. C'était un papa barbu, musulman. Et lui, il est resté. Et les flics, ils lui ont dit, Ben Laden, tu prends ta barbe, tu dégages, tu rentres dans ta banlieue. Et le gars, il a dit, moi, tu m'appelles pas Ben Laden. Vous ne m'appelez pas Ben Laden, je me rappelle, parce qu'il a dit, vous ne me tutoyez pas. Moi, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Les jeunes, ils ont payé leur ticket. Enfin, un ticket, puisque les 3 autres, on avait la carte imaginaire. Et donc, c'est un contrôle abusif. Et les gars, ils ont dit, ouais, ben, tu sais quoi, le contrôle abusif, tu iras te plaindre, qu'est-ce qu'il nous a dit? Tu iras te plaindre, je sais pas où, avec les avions et tout que vous avez fait sauter. Déjà, on est bien gentil de te laisser traverser Châtelet-Léal et tout. Pote justement qui avait esquivé le premier assaut là, ben, il me voit par terre, donc il vient pour me lever parce que c'était à bout portant. J'étais en face de lui, on parlait. Il m'a tiré à bout portant. Donc normalement, ici là. Tu vois, jusqu'ici là, c'est resté. Alors que ça date de 2003. Et en fait, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a soulevé. Quand il m'a soulevé, le keuf, il a retiré. Donc, il a tiré dans les couilles de mon pote. Donc, ça veut dire que mon pote, il était KO par terre. Moi, maintenant, j'étais obligé de le porter sur mon épaule pour partir. Bon, bref, tout le monde est parti. On n'a pas pu finir le match tranquillement. Chacun est parti de son côté, tout. Ça s'est calmé. Peut-être 15 minutes plus tard, tout le monde se repose au quartier. Ah, c'est une dinguerie quand même, l'agression. On discute, c'est une dinguerie l'agression qu'ils nous ont fait, tout ça. Ouais. On discute, il y en a un qui commence à dire quoi? On devrait porter plainte à l'IGS, ça c'est pas normal, tout ça. Et on a nos droits, tout. Je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. À ce moment-là, une Mondeo arrive, mais rien à voir avec les keufs qui étaient venus avant. Ils viennent et tout, ils nous disent, ouais, on voudrait vous contrôler et tout. Mais au commissariat. Je dis, comment ça vous pouvez me contrôler au commissariat? Je comprends pas. Non, on doit vous contrôler et tout. Donc ils prennent moi, ils prennent une autre personne, ils prennent le gardien de notre quartier, le gardien de l'immeuble, et ils prennent une autre personne. Je me rappelle de cette époque où je me faisais contrôler toute la journée par les keufs, mais vraiment quand je dis toute la journée, il y avait des contrôles qui étaient répétitifs. Tu pouvais même te faire contrôler plusieurs fois dans la journée. Une fois, je roulais en voiture. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il doit y avoir 3-4 ans. J'avais une BMW et j'étais... non, même il y avait 4-5 ans même. Et j'étais à Porte de la Chapelle. Je démarre ma voiture, la police, elle me contrôle. Je leur donne mes papiers, assurance. Bonjour monsieur, papier, assurance. J'ai envie que ça aille vite. Donc je reste poli avec eux. Je leur dis bonjour. Voilà, tenez, je parle pas trop. Ils me contrôlent, ils tapent au PC, ils regardent, j'ai le permis, elle est en règle, elle est assurée. Ils me redonnent mes papiers, ils me disent au revoir. Je roule, j'arrive à l'entrée des Champs-Élysées, un deuxième contrôle encore. Je m'arrête, je leur donne mes papiers, ensuite je roule des Champs, je remonte vers Porte de Clichy, un troisième contrôle. C'est normal que je m'énerve. Je leur dis, mais je viens de me faire contrôler 2 fois. Appelez le PC, appelez vos gens, je sais pas moi, mettez-vous d'accord, j'ai marre de me faire contrôler toutes les minutes. J'ai envie de passer ma soirée avec mes amis, écouter de la musique, passer une bonne soirée. Un troisième contrôle, je me suis énervé avec eux, on allait se faire embarquer pour rébellion.
Mais c'est normal que je m'énerve au bout d'un moment. J'ai pas envie de me faire contrôler toutes les minutes, j'ai rien fait. Toute ma jeunesse, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que j'ai 2-3 contrôles. C'est obligé. Les contrôles sont devenus la routine. Moi, c'était la routine. Je marche. Excusez-nous, monsieur, contrôle d'identité. Est-ce que vous avez votre carte d'identité? Non, monsieur, j'ai pas ma carte d'identité. J'ai juste envie d'aller jouer au foot avec mes copains. J'ai pas envie de prendre ma carte d'identité. In France, we talk too much on republic and equality and so on, but we have many worlds here. You know, you have the world of the white, the world of the immigrants, the world of the poor people, and we say always that we have one republic and we are all equal. No. So this Republican ideal of citizenship is very important. Unfortunately, in practice, there are inequalities, and that's what makes this issue particularly difficult to talk about. Donc le contrôle au faciès est humiliant, c'est frustrant, et forcément, ça biaise le rapport du citoyen avec non seulement la police, mais surtout avec la République et le pacte républicain. Quand vous avez l'impression que vous subissez des injustices, des inégalités de manière quotidienne, forcément, vous croyez de moins en moins à la devise inscrite sur les frontons de certains monuments, puisque ce n'est pas du tout ce dont vous faites l'expérience. The 2005 riots rocked France to its very core. They lasted for a total of 20 nights. A state of emergency was declared by the then president, Jacques Chirac. The rioting began following the deaths of 2 innocent boys, Zed Benna and Bouna Traoré, in a suburb called Clichy-sous-Bois on the outskirts of Paris. Le 27 octobre 2005, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des jeunes qui rentraient d'un match de foot et qui sont fait contrôler sans aucune raison par la police. Et ils ont essayé de justement, parce que c'était en période de Ramadan, de rentrer chez eux justement pour pouvoir jeûner au même moment que tout le monde. Et après il y a eu un accident et il y en a eu 2 qui sont électrocutés dans un transformateur EDF. Et après ça, justement, les autres jeunes de la cité, du Chêne-Pointu, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et ça a créé une tension entre les jeunes et les forces de l'ordre. Et il y a eu des voitures qui ont été brûlées, il y a eu des émeutes. Et ensuite, ça s'est un peu éparpillé sur le reste de la France. C'est de la compassion parce que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être n'importe quel jeune de Clichy. Mais c'est tombé par hasard sur ces deux-là. Après, comme on dit, c'est le destin, mais quand même, t'es un peu attristé parce que c'est des jeunes de ton âge et tu te rends compte que ils n'ont rien fait, c'est juste que c'est un contrôle abusif qui les a fait rentrer dans un transformateur EDF et qui a fait qu'ils ont perdu leur vie dedans. Et ça, c'est pas normal. Les policiers ont été jugés, mais 10 ans plus tard. C'est-à-dire que à ce moment-là, les gens n'étaient plus aussi mobilisés qu'au premier jour où justement il y a eu des choses qui se sont créées, il y a eu une organisation de la démo assez peu. Les jeunes, ils étaient tous derrière la famille pour demander justice. Au final, eux, ils ont attendu jusqu'à 10 ans plus tard. Ils ont appauvri le truc. Au final, les gens, ils ont perdu l'espoir. Au final, quand tu fais le procès 10 ans plus tard, les gens, ils ont perdu l'espoir. Les gens, ils étaient plus autant mobilisés que les premiers jours, même si la famille était toujours. Et quand au final, on voit que les policiers n'ont pas été condamnés, ils ont eu la relaxe. On ne comprend pas. Si on nous parle de pays des droits de l'homme, on nous parle de justice, on nous parle de... Je sais pas, pour un jeune qui fait une connerie, la justice elle va faire son travail, elle va renvoyer en tôle, même si elle va pas prendre en compte que peut-être le fait qu'il va aller en tôle, il ne pourra pas se réinsérer plus tard. Ah non, la justice elle va faire son travail. Par contre, quand c'est un jeune qui est poursuivi par la police et que c'est un policier qui est mis en cause, là il n'y a personne pour faire son travail, c'est malheureusement. Beaucoup de monde au procès Zied Bouna, qui débute aujourd'hui à Rennes. Force aux familles qui ont attendu 10 ans. L'audience est ouverte. Enfin. J'étais le voisin de Bouna. Il n'était pas du tout ce qu'on a pu prétendre, un délinquant. Il était serviable, toujours à l'écoute. Zied, lui, il était réservé, respectueux, passionné de foot, de sport.
La joie de vivre est revenue. Témoignage après témoignage. C'est hallucinant que les témoins doivent tous insister sur le fait que Zied et Bouna n'étaient pas délinquants. Comme s'il y avait une présomption. Comme si du fait de sa couleur de peau, de son lieu de naissance, on devait démontrer son innocence en plein palais de la République. Tout d'abord, vous savez, moi je pense qu'il faut être très clair sur l'idée de communauté. Moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas faire une communauté sur la base d'une couleur de peau. On ne peut pas faire une communauté sur une base religieuse. Et donc, les politiques peuvent inventer des communautés. Mais en France, il n'y a pas de communauté noire. Les problématiques de Clichy-sous-Bois ne sont pas liées à la communauté noire. C'est lié à, je dirais, peut-être un agacement des gens qui vivent dans une certaine difficulté, un agacement qui a commencé par le mépris et des paroles méprisantes d'un président. Non, il n'était pas président à l'époque. Il était Premier ministre. Voilà, ministre de l'Intérieur. Ça a commencé comme ça. Il faut pas oublier le pourquoi. Et le pourquoi, c'est parce qu'il y avait 2 jeunes qui étaient morts. A highlight of the production was securing an interview with Lilian Thuram, France's most ever-capped footballer, who has played for clubs as distinguished as Juventus and Barcelona, and won almost everything there is to win in football, including the World Cup and the European Championship. Thuram took an unusual path for a footballer on retirement, as he entered the world of political and social activism. When you're a footballer or a sportsman, you're afraid of saying things. Because when you say something, it quickly mushrooms into something much bigger. I think people shouldn't be afraid. So at Open Society Justice Initiative, my role is especially being responsible for the work in France, as well as working with my colleagues on our work against ethnic profiling in other parts of Europe. So our work largely involves, on the one hand, research and trying to document the problems. On the other hand, depending on the location, in France, for instance, we're involved in different litigation against ethnic profiling as well as advocacy. And we also work and try to be a sort of channel for local actors in terms of bringing over good practices and in connections with other actors, resources to support their national work. So prior to maybe 2009, Contrôle aux faciès, as it's said in French, was not on the political radar, it was not on the political agenda. So these groups have really done a lot of amazing work in terms of grassroots organizing and raising awareness, in terms of having a really successful internet campaign, in terms of bringing a lawsuit. I think that maybe there are 2 big coalitions working on the issue. One coalition tends to have kind of more established, older nonprofit organizations, and they have a much more strategic litigation strategy, but they also have been linked to the research being done, and I think the research has been super important. Perhaps I think that because I myself am a researcher, but I think it has been important to document the disparities and to document the kinds of the quality of police stops and identity checks that young folks, people of color, supposed foreigners are experiencing. If you compare the available population, which is the people who are here on this square, and the people who are stopped on this square and checked by the police, these are complete different kinds of people. The people checked by the police are in vast majority young men carrying no bag, which is quite surprising considering the anti-terrorism hysteria we face in France or in England. So young men carrying no bag, dressed up
like young people are, so hip hop and so on, and with minority backgrounds. So this is the population which is targeted by the police. Nous sommes tristes d'annoncer ici que nous avons, semble-t-il, épuisé tous nos recours en vue d'instaurer un débat citoyen avec ce gouvernement qui avait pourtant prétendu être du côté de la justice en période électorale, en même temps qu'il était aux côtés du progrès social. Pour le faire croire, il avait entre autres promis d'éradiquer le contrôle au faciès omniprésent en France. Pour donner l'illusion d'honorer sa promesse, ce gouvernement n'a rien trouvé de mieux à proposer qu'un code de déontologie des forces de l'ordre qui ne résout en rien, et je le redis bien, qui ne résout en rien la question de fond des discriminations générées par les contrôles d'identité abusifs. Voilà pourquoi, à ce jour, nous n'avons rien de plus, ou tout du moins rien de mieux à proposer aux principales victimes des contrôles d'identité abusifs que la lutte, à moins qu'ils ne préfèrent cesser d'être jeunes, noirs et arabes. Cela en attendant, comme le Messie, le changement promis par M. Hollande. Voilà pourquoi je vous propose que nous prions ensemble. Oui, prions, dans l'espoir de voir, sous ce quinquennat, l'égalité prônée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen prendre corps dans notre réalité, vérolée par les discriminations et le racisme d'État. Égalité, repose en paix. Tu n'es pas morte pour la France, mais par la France. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui devant le ministère de l'Intérieur, sachant que ce ministère a enterré le récépissé du contrôle d'identité. Et voici les principaux suspects ici présents qui n'ont rien fait pour rétablir, ces personnes n'ont rien fait pour rétablir l'égalité. Et le ministre de l'Intérieur persiste et signe. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Et alors Mais qu'est-ce qui dit ça? On n'est pas un délinquant, on nettoie les trafics. On nettoie pas des gens. D'abord, nous sommes attachés à notre patrie. Et je le dis là encore comme je le pense, on en a plus qu'assez de devoir en permanence avoir le sentiment de s'excuser d'être français. Et d'ailleurs, s'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas. Je crois que les politiques le savent très bien qu'il y a une inégalité. Mais peut-être qu'ils pensent que c'est très compliqué d'aborder ces sujets-là. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut inviter les gens à revendiquer. Et surtout, certaines personnes doivent questionner la société ou mettre la société devant ce qu'elle n'a pas envie de voir. Je crois que c'est ça l'important, c'est-à-dire dire les choses clairement. C'est-à-dire, effectivement,
vu ma couleur de peau, je pars avec un désavantage dans la société. La société se comporte d'une façon extrêmement injuste parfois vis-à-vis de moi. Et donc, je vous invite à réfléchir, est-ce que c'est juste? Parce que moi, personnellement, je pense que c'est pas juste. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je vous ai entendu. J'ai entendu votre volonté de changement. J'ai entendu votre force, votre espérance. Et je veux vous exprimer toute ma gratitude. Merci. Merci. Merci, peuple de France, ici rassemblé, de m'avoir permis d'être votre président de la République. In 2012, President François Hollande was elected for the Socialists. There appeared to be genuine optimism that there would be a more cohesive and inclusive approach towards a multicultural and fairer French society. It didn't take long before this optimism, sadly, began to fade. Je dirais qu'à partir de l'élection de François Hollande, très rapidement, nos espoirs ont été douchés. Il y a eu beaucoup d'espoirs de remise en cause des contrôles d'identité, notamment en raison de leur caractère discriminatoire. Sur ce point, juste un fait historique, l'engagement numéro 30 du candidat Hollande a été le premier engagement auquel le président a renoncé. 3 semaines après les élections législatives, au mois de juin, il mettait un terme à la promesse de mettre en place le récépissé de contrôle. Et je crois que cela veut dire beaucoup de la sincérité de l'engagement du président de la République et de son équipe. Donc je ne donne pas de crédit à François Hollande et à Manuel Valls sur ce point-là. Esther Benbassa was born in Istanbul and emigrated to Israel before arriving in France in 1972. She was elected to the French Senate in 2011 for the EELV, the UK's Green Party equivalent, and fought tirelessly against various discriminations in France. We made a very important commission about terrorism, and I say to my colleagues, it was a very important commission agreed by the government and so on, and I asked them to come to the suburbs. I said, you can't talk about terrorism without, you never seen a man from these suburbs. They said, oh no, we have not to go there, you know. We have to ask to the institutions and to you know, persons coming from different French institutions that never seen an immigrant in their life. During our visits to France, we became aware of an unprecedented class action lawsuit being brought against the French state by a number of ethnic minority claimants. The claimants alleged that their ID checks had been as a direct result of racial profiling by the French state, enforced by the French police. In this case, there's 13 claimants that are essentially attacking the state, so that are challenging, have filed a case against the Ministry of Interior for the discriminatory stops that they allege they experienced. So these are individuals that are all young North African or black men that were stopped by police, checked, in most cases frisked, searched, while they were simply going about daily activities. Some of the clients were sitting at a restaurant, others were simply walking in the street, one was leaving with his sister, his parents' house. So they were people that were doing absolutely nothing that was in any way suspicious behavior. 2 of them were sitting on the steps near their house that were checked by the police. So they've launched essentially a group case to challenge what they believe is the discriminatory nature of the check. Nous sommes 2 avocats à représenter les 13 personnes devant le tribunal à Paris, et avec mon confrère Félix de Bellois, et je suis plus particulièrement en charge de l'argumentaire sur l'égalité et la non-discrimination.
En ma qualité d'avocat, j'ai été approché par une organisation, une ONG, une non-profit organization américaine qui s'appelle Open Society Justice Initiative, qui m'a demandé de réfléchir sur la façon dont on pouvait lutter par la voie judiciaire, en justice, contre les contrôles d'identité en France. Et avec un autre avocat, Slim Ben Achour, on a proposé une stratégie qui consiste à rassembler plusieurs victimes du contrôle d'identité en France et à aller demander à l'État pourquoi ils ont été contrôlés. Et si l'État n'est pas capable de nous dire pourquoi chacun d'eux a été contrôlé tel jour à telle heure, en conclure, en déduire que ces contrôles étaient essentiellement fondés sur la couleur de peau des gens contrôlés. Donc déjà, ça nous met dans une catégorie de délinquants, quoi qu'il arrive, déjà. N'importe que ce soit le contrôle, que ce soit un contrôle comme ça de routine, comme ils le disent, quoi qu'il arrive, c'est humiliant. C'est parce que c'est devant les gens, des fois ça m'est déjà arrivé d'être contrôlé devant la famille, devant des grilles, comme si on était, voilà quoi, comme si on avait commis un crime irréparable, alors que c'est pas le cas, ça n'a pas été le cas. Donc à partir de cela, elle était même en train de dire que tout ce qui faisait référence au contrôle au faciès et qu'on essayait nous en tout cas que les 13 plaignants étaient en train de mettre en évidence à travers leur avocat, c'était carrément un fantasme, c'était quelque chose de purement imaginaire et que c'était lié à, elle a dit, oui, quelque chose de quasi imaginaire. Voilà, on met un sweatshirt avec une capuche, pardon. Ils vont arriver, vont vous dire tout simplement, mettez-vous sur le côté, c'est un contrôle de routine. C'est le mot qui revient tout le temps. C'est le mot qui revient tout le temps, c'est le contrôle de routine, en fait. Vous vous habituez jamais, j'imagine, vous en avez eu 10 ou peut-être plus. Ouais, c'est contrôle de routine. Ça commence toujours par le mot, ne vous inquiétez pas, c'est un contrôle de routine. La difficulté que la personne a quand elle est contrôlée et qu'elle estime que c'est en raison du fait de la situation factuelle, que c'est en raison de ses origines qu'elle a été contrôlée, eh bien, elle a une deuxième difficulté, c'est comment prouver la discrimination. Combien de fois j'ai été contrôlé? J'ai pas été contrôlé un grand nombre de fois, moi, entre 4-5 fois. Et je trouve que c'est déjà 4-5 fois de trop parce que j'ai jamais rien fait, j'ai pas de casier judiciaire, je ne fais que passer mon chemin. Alors, si vous demandez, mais pourquoi est-ce que vous me contrôlez? Il n'y a pas de raison de contrôle de routine. Oui, est-ce que je troublais l'ordre public? Non, pas du tout. Je partais d'un point bas, j'allais à un point A et j'allais à un point B. Donc je ne comprends pas trop la démarche. Il n'y a pas de lisibilité sur le fait de troubler l'ordre public ou d'être suspecté de quoi que ce soit. Ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être qu'il cherchait quelqu'un. Oui, mais c'est chercher quelqu'un. On est plus de 46 000 habitants dans la commune où j'habite. On est tous suspects. Le procès, c'est un procès particulier, très emblématique et qui a deux dimensions. Il y a une première dimension médiatique, politique, et nous croyons que nous avons atteint nos objectifs sur ce plan-là, a permis à la population et à la classe politique de prendre conscience de ce problème. Et la deuxième dimension, c'est la dimension procédurale, juridique, judiciaire. Et sur ce point, il y a une première décision qui a été rendue par les juges en octobre de l'année dernière, en 2013, et qui nous a déboutés, qui estime que, sans rentrer dans l'argumentaire juridique, que les contrôles qui ont été opérés par les forces de l'ordre n'étaient pas discriminatoires. Ethnic profiling has been a serious issue in France for many, many, many years. There's been, over the last decades, a fair number of qualitative reports, accounts on ethnic profiling. We don't know the full scope of the problem because there is no official data, unlike the UK. So the documentation that exists is largely qualitative data, accounts of profiling in a certain location. What we know is that it's widespread. It's a problem that's been linked to riots over the last decades, either directly, for instance, the 2005 riots were directly triggered by youth that were running away from a police identity check, even though they didn't do anything. I mean, it's that widespread that people are afraid of it, and so that in this case, youth were willing to hide in an electric generator in order to escape an identity check.
And where it's not directly at root of it, it's definitely in the background in the sense that it's a major source of tensions between different communities, different populations and the police. Le problème, c'est que les policiers ne gardent pas de traces du contrôle d'identité, ne donnent pas d'attestation ou ce qu'on appelle un procès verbal du contrôle d'identité. Et donc les gens contrôlés sont dans l'incapacité non seulement de prouver qu'ils ont été victimes d'un contrôle au faciès, mais même de prouver qu'ils ont été victimes d'un contrôle et qu'il y a eu un contrôle. Donc l'une des premières difficultés qu'on a eues, nous, quand on a voulu déposer une action civile contre l'État français pour l'ensemble de ces contrôles, a été d'abord de commencer par prouver l'existence du contrôle. On a réussi à prouver l'existence du contrôle par un procédé assez simple, qui est le témoignage. You can file a complaint, but very often you're discouraged. Many people I've interviewed have explained how when they tell people you're allowed to file a complaint with the police, that so many of them are discouraged. They're told they're not allowed to file complaints. They're told that they shouldn't file a complaint because it's just going to be dismissed anyways, things of this nature, so they don't file complaints in that regard. So there, to me, I see it to be a really long fight because the structures that are currently in place don't allow for any kind of redress, any kind of targeted attack on even in just trying to uphold your own rights, let alone trying to make any kind of institutional change. The problem here is the citizen has essentially very few, in practice, has very few rights. If a citizen asks, why am I being checked? Very often, this can, especially if they ask it out of frustration because they've been checked multiple times, they can run the risk of being accused of essentially insult and rebellion against a police officer, which can lead to penal sanctions. So a citizen that reacts can find themselves in a worse situation, in a situation of a penal procedure. So often what's best for the citizen who's stopped is to say nothing, to submit, and it's actually one of the issues when you speak with parents. This is one of the issues that came out in this study on the impacts of checks that we carried out, was very often parents are in a very difficult situation where they have to essentially tell their children, I may have been bringing you up into now to believe that you can do whatever anybody else can, that you should make an effort to do well in school, to try to get a job, and you can be like everybody else. But in a situation when you're faced with the police who are asking you for an identity check, even if you believe it's wrong, even if it's discriminatory, be quiet, don't say anything, and accept it. Donc contrôle d'identité, réquisition du procureur de la République au 9 boulevard de Denain. Donc contrôle d'un individu dans la partie commune. Le contrôle va être effectué avec un individu en face qui nous filme. Voilà, le monsieur travaille avec l'individu contrôlé. Ainsi qu'il y a des visites de véhicules aux fins de rechercher les personnes susceptibles de commettre des infractions en matière d'armes explosives, infractions de vol, infractions de recel, faits de trafic de stupéfiants. D'accord, attends. Un objectif qui est ce sac. Non, quelqu'un qui porte une ceinture d'explosifs, il est comment? C'est vous qui avez fait l'école de police, c'est pas moi. Donc voilà, donc toute personne qui circule dans la rue en l'occurrence de 18h à minuit est susceptible d'être contrôlée. Voilà, là, le document il stipule recel, trafic de stupéfiants. Qui me dit, d'abord, qui me dit que vous n'êtes pas en possession d'objets recelés? Donc moi je vais prendre l'affaire. La loi est entre vous et moi. La loi est entre vous et moi. La loi, vous êtes là pour appliquer la loi. Vous n'êtes pas la loi. Vous allez appliquer la loi parce que je porte un manteau. Non, c'est pas illégal dans la loi. Donnez-moi un autre jour. C'est pas illégal? Non, c'est pas illégal de porter un manteau. C'est pas illégal. Donc, donnez-moi un justificatif de ce contrôle. Non, là, je jouis de mes droits de citoyen. Donc, si vous voulez. Si vous me c'est vous qui rentrez dans mon espace de sécurité. Donc regardez, vous me laissez là, moi je me mets là, mais laissez-moi pas. Là c'est vous qui me mettez là. Pas collègue. Non, votre collègue. Mais lâchez-moi. Pourquoi vous tenez? Lâchez-moi. Pourquoi vous tenez? Pourquoi vous faites ça?
The man that you just saw, being beaten by the police, was central to the production of this film. The police were trying to conduct an ID check on private property. The justification given by the police for carrying out the stop was that he was wearing a large jacket when he entered the building. He recovered from this incident, but only after spending the evening in jail before being released without any charge. Mon premier contrôle, je devais avoir 16-17 ans. Je devais avoir peut-être 10 ans. De 20 à 30 ans, il y en a au moins 10 fois par mois, quoi. Plusieurs fois par semaine. 3 fois dans la même soirée. Ceux qui n'ont jamais été contrôlés, qui ne sont pas fait contrôler, ils ne peuvent pas le vivre. Ils ne savent pas ce que ça génère à l'intérieur de soi, ce que ça génère en termes de sentiments. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Le contrôle devrait s'arrêter là, parce que si l'objet du contrôle est de connaître l'identité de la personne, à partir du moment où il monte sa carte, ça devrait s'arrêter. Ça ne s'arrête pas là. Et c'est après que ça commence en général à déraper. C'est après que les policiers commencent à dire qu'est-ce que tu as dans les poches, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu es là, où vas-tu. Mais on ne fait pas un contrôle de la direction où ils vont, ils ne font pas non plus un contrôle des poches normalement. Et c'est là où le droit s'arrête et où commence une zone de non-droit où les policiers plaquent les gens contre les murs, les fouillent de la tête aux pieds, leur posent des questions qu'ils n'ont pas à poser, etc. Et c'est là, souvent, que commencent les incidents. Les insultes verbales des policiers sur les jeunes, et parfois des personnes contrôlées, bien sûr, qui se défendent, qui se débattent, parce qu'elles sont quand même victimes d'une sorte d'injustice. Elles n'ont rien fait, elles se contentaient de marcher dans la rue. Donc on comprend que ça devienne un peu électrique, qu'il y ait une grosse tension entre elles, et c'est là que les incidents commencent en général. Alors que le contrôle aurait dû s'arrêter au moment où la personne prouvait son identité. When you are black or Muslim or, I don't know, Iranian or what else, you suffer. It's a humiliation to be controlled without argument. It's a genuine humiliation. And when I talked about terrorism, you know, I was in a commission against terrorism, and I said to them, you can't continue to humiliate these people. And the conclusion of this humiliation is that some people were engaged in terrorism, in religion, in radicalism, and so on. Because you can't continue to humiliate these people. Charlie Hebdo attacks brought the world to a standstill. It was not the first time that attacks such as these had been carried out, but certainly a first for the French people. The attacks were organized, funded, and carried out with militant precision by trained Islamic extremists. The attacks were twofold. Firstly, a direct attack on the controversial satirist Charlie Hebdo's premises. The second attack involved the taking of hostages at a Jewish supermarket. President Hollande, joined by other world leaders, responded with a march in defense of freedom of expression and in solidarity with the French Republic. The Front National's support also grew rapidly. With regards to the use of ID checks, the inevitable happened. They became more widespread, with more legal protections. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, on a observé une hausse sans précédent des actes islamophobes. On enregistre une hausse de 70%. Et c'est quoi un acte islamophobe, par exemple? Alors, un acte islamophobe, ça peut être une agression physique dans la rue, des insultes, des crachats, mais aussi des discriminations au quotidien pour l'accès à l'emploi, pour l'accès à l'éducation. Donc, depuis le mois de janvier, en France, les choses ont un peu... Enfin, le contexte a été très intense et très riche en événements et en débats dans la société française. Au CCIF, on a été très sollicités, principalement dans les premiers temps par des médias étrangers, britanniques, australiens, américains, qui en fait voulaient savoir comment la communauté musulmane vivait les attentats, mais surtout les retombées en fait, des attentats à l'encontre des musulmans en France. Et c'était intéressant de voir en fait la différence, le fossé qu'il y avait entre le nombre de demandes de sollicitations de médias étrangers
et les sollicitations des médias français qui en fait étaient inexistantes dans les 2 semaines qui ont suivi les attentats et qui ensuite se sont manifestées davantage. Donc on a beaucoup communiqué dans un premier temps dans un esprit de gestion d'urgence, puisqu'on a dû faire face aussi à une augmentation énorme des actes islamophobes. Donc il y avait à la fois notre travail de soutien aux victimes, essayer de rassurer les gens, essayer aussi de travailler avec les institutions. Oh, it's a big problem, identity, you know. We are in the era of identities. Everybody wants to have an identity. Okay, if we are searching for identity, that it means something. It means that, we want today to be a British citizen, French citizen, American citizen with our heritage. And this is possible in the States, even in England. I was many times and in the States and so on. And you see in the American universities, Asian people at the university, young women, young men, they speak all these Asian languages among them, and in the class, they are a perfect American. In France, it's not possible. France doesn't agree with the identity, the heritage of these persons. It's almost impossible that you can find a complaints body that is going to be able to identify discrimination. And even if you do, it only allows an action against that, it's against that individual officer. What's really needed is measures that preventively, on a general manner, are able to already track how police are checking, have a trace of the checks, allow the police hierarchy to identify the problems, to accompany the police officers. And you need a change in law. If you do not change the police powers, it's going to be very difficult, if not impossible, for any of the other measures to have any broad effect. So, how could we train the police to be respectful, but also respectful towards the law, but to have a critical eye on it? This is, in my eyes, the core aspect of the problem we have now in France. I think a wrong way to address the question is to try to think about racism in the police and so on, because sure, there are racist police officers, but like in every organization, but their intendants, their chiefs, they have to train their men and women a different way. Tout d'abord, je suis optimiste parce que lorsque vous regardez sur une longue durée, vous voyez qu'il y a moins de racisme aujourd'hui que lorsque ma mère était adolescente, par exemple, ou mon grand-père. Donc je crois qu'il faut garder ce cap, parce que sinon on va tomber, comme beaucoup de personnes, dans une morosité intellectuelle et qui ne nous permet pas d'avancer. Non, au contraire, je crois que nous sommes dans une très très bonne période, parce qu'encore une fois, il y a des confrontations d'idées. Il y a effectivement des personnes qui sentent le changement de la société française et qui refusent le changement. Et je crois qu'il faut inciter les personnes qui sont de bonne volonté ou des personnes qui pour l'instant sont dans un certain silence à se réveiller. Ceux qui sont dans un silence doivent se réveiller pour accompagner cette réflexion du changement. Mais ça peut, sur d'autres causes, ça a parfois duré 10 ans, 15 ans. On est au début. Ça fait 2 ans, bientôt 3 qu'on se bagarre. On a eu une décision pour l'instant, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres cas.
On est au début de l'histoire. Et donc je suis optimiste sur la fin de l'histoire. Et aujourd'hui, il n'est pas dans les cercles ouverts, dans la société, il n'est pas acceptable de considérer qu'il est normal de contrôler au faciès. Alors, quand je vous dis ça, je vous parle des citoyens qui sont des citoyens de bonne foi. Hein. Parallèlement, et vous le savez, il y a tout un mouvement, toute une dynamique raciste, intolérante, qui touche ou qui vise une partie de la société française. Mais je suis confiant parce que la société civile se mobilise. Me concernant en tant que juriste, il y a de plus en plus de décisions de magistrats annulant des procédures en raison de contrôle au faciès. Aujourd'hui, le contrôle au faciès est une notion comprise par les magistrats et par les avocats, par les juristes en général, et les citoyens en entendent parler quasiment quotidiennement. Donc je pense qu'à la fin, il y aura une victoire, j'en suis certain, mais le problème, c'est une question de temps. Quand ? The story is far from over. Attacks such as the ones that you've seen documented in this film continue to be reported on a far too frequent basis. We learned that following the successful class action court victory, Manuel Valls, the Home Secretary, has appealed against the verdict. French presidential elections will follow in 2017. At the recent regional elections, the FN were only prevented from winning by tactical voting. They continue to gain widespread support, especially given the recent terrorist attacks and widespread immigration. The collective continue with their fight against discrimination, despite facing their toughest challenges yet. High-profile incidents of discrimination by the police continue to be reported across the globe. To this day, France remains in a state of emergency, a far cry from the beautiful ideals of the French Republic, namely liberté, fraternité, and égalité.